Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le nouveau congrès américain en formation. Nous y reviendrons bien sûr avec nos invités dans un instant. Quels sont à ce stade les enseignements qu'on peut retirer du scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis, quand bien même tous les résultats ne sont pas encore compilés, notamment pour le Sénat. L'idée que les républicains vont reconquérir une faible majorité à la Chambre des représentants est une idée centrale désormais. En revanche, la bataille du Sénat est à nouveau très disputée avec un État clé, celui de la Géorgie, qui devra sans doute organiser un second tour d'élection début décembre, peut-être pour trancher la future majorité au Sénat. Néanmoins, on reste quand même dans une situation de blocage avec un congrès qui sera au minimum partagé entre républicains et démocrates, et une Maison-Blanche évidemment démocrate. Quelles sont les implications éventuelles pour les investisseurs? Ce sera donc un sujet de discussion à la une dans un instant. Du côté des grandes valeurs technologiques américaines, les réductions d'effectifs se poursuivent, avec évidemment un chiffre choc qui a été annoncé par Meta Platforms aujourd'hui, la réduction de 13% des effectifs, soit 11 000 salariés environ qui vont quitter les effectifs de Meta Platforms. L'information a été confirmée aujourd'hui. On attendait depuis quelques jours maintenant la communication de Mark Zuckerberg sur la restructuration et la réduction de ses effectifs. C'est chose faite. Et puis dans le monde des actifs crypto, c'est un peu le branle-bas de combat. Qui pourra sauver éventuellement la plateforme d'échange FTX, l'une des plus grosses au monde, derrière Binance notamment? C'est peut-être la fin de partie pour FTX. Les dernières informations indiquent que son concurrent Binance renoncerait au rachat de FTX après une première observation des comptes de la société. Voilà donc les dernières informations en provenance du marché des actifs crypto. Là aussi, nous pourrons évoquer cette question et ce sujet avec nos invités dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous plongerons dans le thème de la mobilité électrique, avec pas mal de facteurs qui sont désormais en place pour une adoption de masse du véhicule électrique personnel, de la voiture électrique comme on l'appelle. Il reste quand même un trou dans la raquette, la question des bornes de recharge. Comment se structure ce marché des bornes de recharge? Qui capte la valeur et à quel niveau? C'est une longue étude qui a été produite par les analystes de Bryan Garnier et Paul de Froment. Co-auteur de cette étude, viendra nous en parler à partir de 17h45 en plateau dans Smart Bourse. Mais d'abord, tendance, mon ami, pour ouvrir cette émission comme chaque soir, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Le rebond tient sur les marchés européens, quand bien même le CAC 40 hésite en cette fin de séance. Wall Street, en revanche, entame la séance en repli. Le marché attend des indications claires quant aux résultats d'élections de mi-mandat. Pour l'heure, les Républicains disposent d'une nette longueur d'avance à la Chambre des représentants. Au Sénat, les démocrates ont une très légère avance. Dans ce contexte, le dollar reprend un petit peu de terrain. Et puis, pour rappel, l'autre enjeu majeur de la semaine est celui de l'évolution de l'inflation outre-Atlantique et de son impact sur la politique monétaire de la Fed. Les chiffres seront publiés demain. Et puis on notera le rebond ou la réaction positive du titre Meta Platforms aujourd'hui. Suite à la confirmation par Mark Zuckerberg de la suppression de plus de 11 000 emplois, soit environ 13% des effectifs. Il s'agit de la première grande vague de licenciements de son histoire. Cette année, l'action Meta a chuté de plus de 70%. Pour rappel, fin octobre, le titre de Meta avait dévissé après avoir dévoilé des prévisions de vente décevantes pour le 4e trimestre et une augmentation de ses
coûts en 2023. Meta est confronté à un ralentissement du marché de la publicité sur Internet et à la concurrence TikTok. Les lourds investissements du groupe dans le métaverse constituent un autre facteur d'inquiétude. Et puis à noter que toujours aux États-Unis, Walt Disney est en nette baisse après le doublement des pertes de sa division de streaming Disney+. Et puis du côté des valeurs parisiennes qui font l'actualité aujourd'hui, il faut retenir Veolia. Au troisième trimestre, le groupe enregistre une progression organique de ses revenus de 13,7%, portée par la hausse des tarifs, mais aussi par des volumes en augmentation. Veolia confirme ses objectifs pour l'exercice 2022 et vise le haut de sa fourchette d'EBITDA. Et puis on retient aussi la nette baisse de Renault. Son partenaire Nissan a relevé ses prévisions de résultats pour son exercice à fin mars 2023. Après une progression de 45% de son bénéfice trimestriel, la publication intervient alors que l'évolution de l'alliance avec Renault reste incertaine. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché en fin de journée avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Raphaël Thuin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous êtes directeur des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Commençons messieurs avec l'exercice politique obligé. Comme tous les 2 ans aux États-Unis, là ce sont les élections de mi-mandat évidemment, qui font partie bien sûr des rendez-vous électoraux les plus suivis de la planète, y compris par les investisseurs. Que retenir à ce stade des résultats qui ont été publiés, des extrapolations qu'on peut avoir sur la figure du nouveau Congrès américain et de ses implications pour un investisseur, Louis? C'est vrai que c'est toujours bien de remettre le contexte politique sur les marchés financiers. Mais nous, chez Gay-Lussac Gestion, vous vous rappelez, notre ancienne maison mère était Raymond James, donc un groupe américain. Donc c'est vrai que la politique américaine, pendant très longtemps, est un peu au cœur, très chez nous. Vous avez vécu avec la politique américaine au quotidien. Exactement, mais nos anciens stratégistes donc de chez Raymond James nous expliquaient toujours que très souvent, c'était fait pour vendre du papier. Avant les élections, non, c'est vrai, les élections du mandat. Là, on nous expliquait aussi très souvent, avant qu'on allait être le président Trump ou pas, qu'il allait être réélu, savoir si c'était les démocrates républicains, mais on remarque que très souvent, il y a beaucoup de papiers, des grandes stratégies de grands groupes qui font, ça fait beaucoup tourner les portefeuilles. Il y a une littérature incroyable. Incroyable, et très rapidement, au bout de quelques jours après, tout est arbitré comme si rien n'était. Donc là, concernant ces élections mi-terme, on voit que finalement, ça n'a pas été le raz-de-marée attendu par les Républicains. Donc ils ont juste regagné la Chambre des représentants. On verra peut-être dans quelques semaines, même quelques jours, parce qu'il y a peut-être même quelque chose qui vont devoir revoter concernant le Sénat. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, c'est plutôt un statu quo. Donc on va voir peut-être qu'il n'y aura pas de blocage notamment. Mais ce qui va être intéressant, moi, ce qui est un peu plus intéressant, c'est pour le futur, c'est qu'on a vu qu'en Floride, donc Ron DeSantis a très bien remporté rapidement, et ça pourrait être potentiellement... Donc gouverneur, parce que c'est des élections évidemment à multifacettes, représentants, sénateurs, mais il y a aussi beaucoup d'élections de gouverneurs pour les États. Ron DeSantis, qui était à un moment le fils spirituel de Donald Trump, on va dire ça, et puis visiblement la liaison s'est un peu brouillée entre les deux. La liaison s'est un peu brouillée. On a vu que maintenant, grâce à Elon Musk, l'ancien président Donald Trump est de nouveau sur Twitter, donc il a pu se exprimer. Il a dit qu'il allait parler le 15 novembre prochain. Donc on va voir un peu ce que ça a donné. Donc voilà, donc en tout cas, quand on revient sur les marchés, on a vu que les taux n'ont pas bougé, le marché ont très très peu bougé. Donc je pense que tout ça, c'est plus de la littérature, et tout ça est arbitré très rapidement. On aurait pu avoir peur que si tous les républicains, si je veux dire les deux chambres étaient passées, la Chambre et le Sénat républicain, il y aurait pu avoir de nouveau un blocage, parce que l'administration Biden aurait été complètement sclérosée. On aurait de nouveau reparlé l'année prochaine du plafond de la dette, on aurait de nouveau fait peur, et comme à chaque fois, quelques heures avant, c'est toujours signé. Donc voilà, donc tout ça, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en tout cas selon nous, avec l'expérience que l'on a en tant qu'ex-maison américaine. Et c'est ce que nous répétaient souvent nos stratégistes qui étaient assez bons là-dessus. Bon, non, mais c'est parfait résumé de la situation du point de vue des marchés. Raphaël, si je comprends, c'est quand même l'idée que c'est le meilleur des scénarios qui se déroule peut-être pour les démocrates au final. Le risque, enfin en tout cas l'idée centrale était que les républicains pouvaient remporter les deux chambres. Ça semble beaucoup plus disputé que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques jours.
Ouais, c'est plus disputé. Il n'y a pas eu de vague républicaine que les démocrates craignaient, c'est vrai. Et c'est probablement le scénario privilégié des marchés. Effectivement, un statu quo, pas d'excès ou de revirement de politique économique à attendre dans les mois qui viennent. Il y avait des clivages économiques entre les deux partis. Bon, il y a évidemment d'une part l'Ukraine. On sait que les démocrates sont très dans le soutien des Ukrainiens. On a quand même eu 15 milliards d'aides jusqu'à présent depuis le lancement de la guerre de la part des États-Unis. Les républicains grinçaient un petit peu du fait du creusement des déficits. Mais il y avait surtout aussi une dimension fiscale. Les démocrates ont tendance à vouloir soutenir l'économie à travers des stimulus fiscaux et des plans de soutien, en particulier face à l'inflation. Ça, clairement, ça va être remisé avec une Chambre et un Congrès qui seront plus partagés. Et puis une dimension aussi énergétique, où là, pour le coup, on sait que les démocrates ont pendant de nombreuses années combattu ces grands plans de développement pétrolifère, en particulier autour du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis, aussi sur les infrastructures où ils ont interrompu le développement d'un oléoduc qui devait traverser les États-Unis depuis le Canada. Tout ça semble anecdotique de là où on est, mais ça a des impacts sur le marché de l'énergie, ça a des impacts sur l'inflation. Et concrètement, on va rester sur ce statu quo dorénavant qui a l'air de satisfaire les marchés. On regarde quand même avec attention parce qu'on sait que nos démocraties sont un petit peu fébriles. On a eu plusieurs signes ces derniers mois, ces dernières années de démocratie qui commençaient à chanceler. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était le Brésil et les gens continuent à être dans la rue. En Europe, on a évidemment la guerre à nos portes, une grande instabilité politique en Grande-Bretagne. Et là, outre les résultats qui sont importants, les résultats des votes, on va aussi regarder la manière dont le vote se déroule et le dépouillement se déroule. Il y a une contestation des élections et du système de vote des élections, de fraude potentielle. Et on reste très prudent et très inquiet de constater que sur la plus grande et la plus vieille démocratie du monde, on est encore sur un état de fébrilité. Je ne sais pas si c'est un point structurant dans la perspective de 2024, mais ce que j'ai compris, et je le salue parce que vous avez cité votre ancienne maison Raymond James, et Thierry Gill était avec nous à la mi-journée au moment des premiers résultats, donc le président de Raymond James, EuroEquities en France aujourd'hui. Sa lecture est de dire que dans la petite victoire républicaine, le poids apporté par Donald Trump est finalement beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait imaginer. Certains même des partisans de Donald Trump ayant échoué à se faire élire au poste de gouverneur ou sénateur ou représentant. Et c'est vrai que on comprend que la route pour 2024 sera peut-être plus compliquée que prévu pour un Donald Trump. En tout cas, il y a peut-être l'idée qu'une nouvelle concurrence républicaine pourrait se mettre en place. C'est probablement un enseignement. Trump peut paraître comme un des perdants de cette élection. Globalement, les candidats qu'il a soutenus ont eu du mal à percer. Le Trumpisme, comme on dit, semble bien vivant, mais la personnalité de Trump pose problème. Et ses attaques répétées sur la légitimité de ces élections, évidemment, jouent là-dedans. Donc, ça a moins fonctionné. Ça a moins fonctionné. Ouais. Alors, on parle beaucoup du gouverneur DeSantis maintenant. Semble-t-il qu'il y a une relève dans cette ligne politique et économique qui puisse prendre le relais. Mais effectivement, c'est probablement un des grands enseignements de cette élection aujourd'hui. Bon, Donald Trump, qui il y a quelques heures disait si c'est un raz-de-marée républicain, ce sera mon crédit personnel. Si c'est une défaite, ce sera leur faute. Évidemment. Non, mais au moins, il a l'avantage de dire les choses sans filtre et de dire sa vérité sans filtre face caméra. Si on en vient au marché, peut-être, Louis. Où est-ce qu'on en est de l'idée d'un rebond, alors qui a commencé fin septembre, qui s'est déployé tout au long du mois d'octobre. J'en parle pas encore tout à fait au passé, même si on sent que le momentum peut-être est un peu moins fort depuis quelques jours. Les marchés marquent une pause encore aujourd'hui, mais on tient les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retracement, il n'y a pas de retour en arrière. Quels sont les enseignements que vous retirez de ce rebond du mois d'octobre, peut-être en cours en ce début de mois de novembre encore? Comment est-ce qu'il s'est construit? Avec quels arguments? Et puis on pourra évaluer un peu la solidité ou la fragilité des arguments qui ont conduit à la reprise des marchés d'actifs risqués, et notamment des marchés actions, et particulièrement des marchés européens.
Ouais, donc peut-être enfin le retour en grâce de l'Europe et des vieilles économies. Et ça s'est un peu illustré aussi aux États-Unis. Pour la première fois, il n'y a jamais eu autant d'écart de surperformance du Dow Jones par rapport au S&P et au Nasdaq. Donc voilà, est-ce que ça a continué ? Nous, on pense que oui. Pourquoi ? Parce que clairement, la banquier centrale, on verra demain avec le chiffre de l'inflation, a clairement dit dans le fight de Fed, avant quand ils disaient qu'il ne fallait pas se battre contre eux, que les taux allaient rester bas, il fallait les écouter. Maintenant, ils ont clairement dit qu'il n'y aurait pas de pivot, que ça allait continuer. Donc, il ne faut pas se battre contre eux. Donc, toutes les valeurs à fort PE, vous avez beau avoir des Cathy Wood, des joueuses qui vous disent ça y est, c'est pas cher, le pivot va arriver. Non, les taux 2 ans est remonté à 4,72 jusqu'à quasiment 4,70. Même si le taux 10 ans est passé de 4,30, il est redescendu un tout petit peu. La Fed a clairement dit peut-être un peu plus doucement, mais plus longtemps. Donc c'est vrai que la probabilité maintenant pricée par le marché, qui était de 3/4 de points de hausse de taux pour décembre, c'est maintenant peut-être repassé à 50. Donc c'est ce qui a aidé pas mal le marché à remonter. Mais avec la remontée des hausses de taux qui devrait continuer, en Europe ça va être pareil, mais c'est plutôt les valeurs plutôt cycliques value qui reviennent vraiment sur le devant de la scène. Et toutes les valeurs, on va dire, qui ont connu des décennies de très forte croissance, donc vraiment connotées par le Nasdaq, sont toujours en sous-performance. Donc ça, clairement, on est rentré dans une nouvelle dichotomie et qui, selon nous, devrait continuer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a vu, donc c'est vrai que les États-Unis résistent assez bien, mais en tout cas en Europe et dans pas mal de pays mondiaux, les PMI sont quand même bien depuis déjà quelques mois sous les enquêtes de conjoncture un peu avancées, oui. Donc en contraction. Donc clairement, les grands économistes ont commencé à acter cette baisse et cette future récession, en tout cas en Europe, c'est acté. Aux États-Unis, on verra si elle arrive ou pas, parce que ça résiste quand même bien avec les hausses de salaire, etc. Néanmoins, on va toujours expliquer que c'est souvent quand toutes les mauvaises nouvelles sont pricées et que les sociétés, pour l'instant qui résistent encore mieux en T3, sont mauvais, c'est à ce moment-là qu'il faut remettre du risque et un peu plus de cyclique value en portefeuille. Donc c'est ce qui s'est passé sur le mois d'octobre. Il y a eu le rebond. Après, c'était déjà tellement consensuel qu'il fallait être long dollar, long défensif, que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On est revenu à la parité sur l'euro-dollar, et c'est plutôt les cycliques qui ont fortement surperformé les défensives. Le dollar a baissé pendant 4 jours. Oui, non, mais c'est déjà, c'est déjà un premier point. Voilà, donc néanmoins, on est toujours, selon nous, dans ce qu'on appelle un bear market rally, parce que le marché est encore fortement remonté, notamment par les bonnes publications du T3. C'est après comme le T2. Le deuxième trimestre, ces publications étaient bonnes, mais le mal, là, on rentre vraiment dans le mur, c'est le 4e trimestre et les prochains mois de l'année prochaine. Donc pour le moment, la plupart des sociétés publient bien au 3e trimestre, mais s'engagent très très peu sur le 4e trimestre. Il y a encore comme beaucoup de signes avant-coureurs, comme encore FedEx qui a encore dit hier qu'elle clouait ses avions au sol parce que la demande ralentissait. Vous avez vu que pour le moment, ça commence à arriver, mais c'est encore ça. L'emploi aux États-Unis tient bien. Donc c'est vrai qu'on a vu que dans la tech, chaque jour, là aujourd'hui, vous parlez là, tout à c'est l'heure Meta, de Meta avec c'est spectaculaire. Enfin, c'est spectaculaire dans le sens où on n'a jamais vu de plan de licenciement dans la tech depuis une génération, en tout cas depuis le cycle des 10-15 dernières années, et certainement pas des plans, en tout cas, de cette ampleur. Oui, mais ça y est, l'argent facile est fini, les niveaux d'évaluation sont dégonflés, il y a eu énormément d'argent qui sont arrivés, je pense que maintenant, il faut refaire des comptes, et donc c'est plutôt bon signe si ça se fait doucement. Mais en fait, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que tout ça fasse chuter l'économie brutalement. Mais si ça se fait doucement et que ça se rétablit petit à petit, pendant ce temps-là, en plus avec une Fed qui se durcit et qui récupère un peu d'argent, c'est plutôt assez sain. Bon, on verra bien dans le passé si une fois de plus la Fed a cassé trop fort la machine ou pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais là, pour le moment, ça tient la route. Donc on verra ce que nous dit l'avenir. Bon. Sur ce rebond du mois d'octobre, Raphaël, et c'est vrai qu'on a souvent filé la comparaison avec ce qui s'était passé cet été. Alors oui, il y a eu un rebond cet été et il y a un rebond en octobre, mais j'ai l'impression que les motivations sont quand même très différentes. Le rebond de l'été, c'était le rebond du Nasdaq. Le rebond du mois d'octobre, c'est le rebond de l'Europe et de la value, plutôt. Oui, vous avez raison. Il y a des similitudes et des différences. Dans les deux cas, tout ça laisse très perplexe. Très circonspect. La conclusion à l'arrivée est la même de ce point de vue-là. Non, mais c'est bien de le dire tout de suite. Mais quand vous regardez un petit peu pourquoi on peut avoir un rebond, il y a une dimension résultat des entreprises, économie. Le marché est en train de se dire que finalement, effectivement, le 3e trimestre n'était pas si mauvais. Peut-être qu'on va éviter
cette récession dure. Et effectivement, tout ça est montré par le fait que la value surperforme, que les cycliques surperforment, que le crédit en termes de spread est beaucoup revenu. On parle de 100 points de base sur la yield. Donc un aspect cyclique sur cette thématique de la récession qui ne correspond pas exactement quand même à ce qu'on voit. Le troisième trimestre était raisonnablement bon, mais pas exceptionnel, loin de là. Et globalement, l'inquiétude monte, et ça s'est beaucoup entendu dans les discours des dirigeants. On s'attend à un trou d'air dans les mois et les semestres qui viennent. Donc ça, c'est pas très encourageant. Les chiffres économiques sont mauvais, disons-le franchement. Les indices de production, manufacturiers, on en a eu beaucoup d'exemples récemment. Donc cette jambe d'optimisme ne tient pas, selon nous. Il y a eu la Chine qui a effectivement annoncé des bonnes nouvelles, une réouverture potentielle, peut-être progressive, de son plan zéro Covid. On a malgré tout quelques doutes. C'est un début de processus. Il n'y a pas un bouton sur lequel on a appuyé qui disait qu'on pouvait rouvrir entièrement. Et on entend même parler de nouveaux cas aujourd'hui et d'une nouvelle vague Covid qui arrivera en Chine. Deuxième jambe d'optimisme un peu circonspect. Puis la troisième jambe, effectivement, c'est ce fameux pivot que le marché aime à anticiper, sur lequel il fantasme. Oui, ça y est, on y est presque. La hausse des taux va bientôt se terminer et on va pouvoir revenir à nouveau dans le bain de champagne des baisses de taux d'intérêt dès l'année prochaine. Il y en a qui sont inscrites dans le marché pour 2023, des baisses de taux de la Fed. Mi-2023 aux US, c'est ce que nous raconte le marché. Et quand vous écoutez ce que dit Jérôme Powell, il dit pas ça. Mais pas du tout. Il y a un moment assez étonnant dans sa conférence de presse de la semaine dernière où, en fin de conférence de presse, un journaliste lui pose la question. Donc, le communiqué de la Fed est sorti quelques minutes auparavant. Le marché l'a très bien pris, a vu des signes encourageants de relâche. Et donc, le marché a rebondi de 2-3% en l'espace de quelques minutes. Et donc, une heure après, le journaliste lui pose la question, « Monsieur Powell, que pensez-vous de ce rebond ?» Il faut regarder les images, on voit Jérôme Powell, l'air très contrarié, qui se met à expliquer pendant plusieurs minutes que la Fed est déterminée, qu'il reste beaucoup de chemin avant qu'on arrive dans une politique vraiment restrictive, qu'il est trop tôt pour parler de pivot ou de pause, et que finalement le marché se trompe à vouloir trop anticiper. Malgré tout, le marché continue dans cette idée que le pivot arrivera. Donc tout ça nous laisse très circonspects. On est à moins 13% sur l'année sur les indices européens. Pas beaucoup de potentiel de hausse ici. Le potentiel de baisse en cas de récession ou d'inflation persistante, lui, est gigantesque. Donc, dans ces conditions, prudence et patience. Ouais, alors c'est intéressant parce que vous avez une image. Alors je reprendrai moi l'image du train qui peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le train de l'inflation quand même commence à ralentir. Et il y a là aussi des indicateurs avancés. Je parle notamment de l'inflation américaine. Là, il y a aussi des indicateurs avancés qui montrent quand même que certains prix sont en train de se retourner et parfois violemment à la baisse. Quand bien même on le voit pas et on le verra peut-être pas demain tout de suite dans le CPI, l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre aux États-Unis. Si ce train-là est en train de ralentir, on dit tiens, un autre qui est en train d'accélérer peut-être, c'est celui de la récession. Et ce train-là, peut-être que le marché ne l'a pas encore bien anticipé d'une certaine manière. Non, et je suis d'accord. Et une façon de le constater, c'est de regarder les estimations de croissance des résultats sur l'année prochaine. Ouais. Elles sont à peine révisées, ces estimations. On s'attend à plus 2% en Europe, plus 5% aux États-Unis. Donc pas de récession des résultats. Ce qui va en contradiction avec ce qu'on voit économiquement, c'est-à-dire un coup d'arrêt des économies. Et historiquement, quand vous regardez les rebonds de marché, ils ont peu ou prou coïncidé avec le rebond des attentes de résultats. C'est-à-dire qu'il faut trouver un point plus bas sur les attentes de résultats pour pouvoir enfin retrouver des raisons de redéployer. Donc il va falloir que ces attentes de résultats s'ajustent à la baisse. Et aujourd'hui, clairement, il y a une complaisance du marché. Il faut que les analystes capitulent. Enfin, il faut qu'il y ait une capitulation des earnings, des perspectives bénéficiaires. Absolument, et couplé avec cette baisse des valorisations qui a eu lieu, mais pour lesquelles, et on sait que les deux sont liés, on pourrait argumenter que sur certaines géographies, on n'est pas nécessairement pas cher. Ça nous fait un vrai potentiel de baisse encore à venir. Oui. C'est le problème des analyses sell-side, c'est que même si leurs stratégistes disent qu'il y a un scénario macro à la baisse, eux, tant qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel, c'est pour ça qu'ils sont toujours en retard. En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est que eux, on ne peut pas dire tiens, j'anticipe que le marché va faire ça. C'est pas la même temporalité. Voilà. Donc les buy side, nous, on le fait nous-mêmes, on l'a fait l'analyse, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté un peu inertie qui est très lent. C'est pour ça que nous, on rejoint. On pense que c'est un énième bear market rally, et surtout sur le fameux pivot. En fait, ce qui est assez inquiétant, notamment la fameuse baisse de taux anticipée pour l'année prochaine qu'on dit, c'est que Jérôme Powell dit clairement non. En plus, Christine Lagarde dit la même chose en disant c'est pas parce qu'il y a une récession en Europe
que l'inflation va rebaisser. Parce que là, d'après encore des grands groupes, le pic d'inflation en Europe est même peut-être devant nous pour janvier-février. Vous pouvez même monter à 12% selon certains en disant attention. Et donc je ne vois pas comment on va redescendre à 2. La dernière fois, je crois que dans les études, je crois qu'il faut entre 3 et 4 ans pour pouvoir revenir, une fois qu'on dépasse les 7-8%, pour pouvoir revenir à un niveau à peu près correct. Donc je ne vois vraiment pas comment un pivot pourra arriver. Et nous, dans notre théorie, c'est un peu de dire, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, on va revenir dans un prochain cycle économique classique, comme on a vu dans le passé, avec l'inflation, remontée du chômage. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus du tout les valeurs. C'est pour ça que les taux rebaisseront à peine. Et c'est pour ça que les valeurs du Nasdaq, où tout de suite, comme au mois de juillet, on a vu pivot remonter, je pense qu'il y aura peut-être encore des faux départs sur les valeurs fort PE, mais clairement, dans le contexte actuel, nous, j'invite vraiment les gens qui nous regardent à plus du tout d'avoir ces valeurs fort PE. Parce que quand vous avez regardé après la bulle Internet, qu'est-ce qui est remonté dans le cycle mars 2003-2007, c'était plutôt les values et les cycliques et les small caps. Et aussi par les small caps qui, elles, aujourd'hui ne surperforment pas parce qu'il y a ce vrai problème de liquidité, personne n'en veut. Mais aujourd'hui, sur tous les ratios, sur les small caps que vous regardiez aux États-Unis ou en Europe, en PE relatif, en price to book, vous savez même ce qui est intéressant, c'est qu'on a le price to book parce que c'est un indicateur qui est bilanciel et non de compte de résultat. Donc, peu importe la baisse des BP en attente, on est revenu, par exemple, sur les small caps en Europe à une fois le price to book. La seule fois, donc c'était en ligne avec 2011-2012. On paye une fois la valeur des actifs tangibles de l'entreprise. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on n'anticipe plus de croissance, plus rien du tout. Juste la valeur fin d'activité, à l'instant T. Voilà, fin d'activité, exactement. La seule fois où c'est là en dessous, c'était en 2008-2009. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous autour de la table à dire que la crise actuelle qui arrive n'a rien à voir, les bilans de la société vont bien. Mais le vrai souci, c'est que ces bénéfices par action qui ne se révisent pas encore à la baisse. Parce que le problème, c'est qu'en plus, on a eu des marges entre 21 et 22 quasiment records, qui n'a été jamais vu. On a des marges historiquement élevées. Et entre tous les coûts des intrants qui arrivent, même s'il y a de l'inflation qui rebaisse, je suis d'accord, sur la partie goods, sur la partie biens, sur la partie services, on l'a encore vu, peut-être on le verra demain sur les loyers. Mais tout ça, il y a encore une inflation embarquée qui va durer encore longtemps. Donc je ne vois vraiment pas comment les sociétés vont tenir. Aujourd'hui, au 3e trimestre, les publications étaient plutôt bonnes en Europe. Pourquoi ? Parce que le premier round de l'inflation, c'est facile, c'est le chiffre d'affaires en plus. Parce que vous augmentez les prix, c'est facile, on a vu toutes les publications. Wow, super croissance organique positive. Mais néanmoins, ça ne se retrouve pas complètement dans le bas de PNL, donc parce que le levier opérationnel est assez faible, parce qu'il y a quand même pas mal de coûts en face. Mais sauf que là, on va arriver, donc 4e trimestre et début d'année prochaine, où certaines hausses de prix seront plus du tout possibles, où les hausses de prix seront largement décompensées, je ne sais pas si on peut dire comme ça, par des baisses de volume. Oui. Donc là, si la demande ralentit et les coûts augmentent, votre squeeze va être double. Donc attention quand même à certaines sociétés pour le T4 et pour le début de l'année prochaine. On commence d'ailleurs à avoir ce schéma dans les résultats de certaines entreprises. J'ai Michelin en tête, mais d'autres, où effectivement on a une progression toujours du chiffre d'affaires en nominal. Il y a des effets de devise en plus qui peuvent jouer favorables. Mais quand on regarde les volumes de Michelin, ils sont en baisse. Il y a déjà cette situation qui apparaît. Après, c'est vrai que c'est toujours pareil. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a une vraie dichotomie dans les marchés aujourd'hui. C'est que les valeurs cycliques ont peut-être... Voilà, après, il faut faire une différence entre cyclique qualité et cyclique, les valeurs surendettées. Donc ça, il ne faut surtout pas y toucher. Mais c'est vrai qu'il y a quelques valeurs cycliques de qualité. On a tellement anticipé un marché de mauvaises choses, problèmes, notamment dans l'automobile, en disant oh là là, si on peut plus produire, il n'y a plus d'EBITDA avec le coût de l'électricité. Il y a même des sociétés qui en ont parlé en disant moi je vais plus pouvoir produire dans ces cas-là. Et c'est vrai que le mois de septembre a été catastrophique. Et comme par hasard, qu'est-ce qui a rebondi le plus ? Ce sont ces valeurs-là, notamment au mois d'octobre. Comment est-ce qu'on gère la situation, Raphaël, avec différents horizons de temps ? Il y a une conviction chez Tikehau qui est partagée par d'autres aujourd'hui, qui est l'idée que l'inflation reviendra pas, en tout cas au niveau qu'on a connu dans le cycle de la grande modération, de la stagnation séculaire. Les taux zéro, c'est fini, etc. Donc il restera toujours quelque chose de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, même s'il y a une partie très cyclique de cette inflation qui va sans doute s'évaporer et contre lesquelles les banques centrales vont se battre pendant encore plusieurs mois. Il y a cet horizon effectivement de long terme. Plus proche de nous, quand vous regardez la photo de marché là, en cette fin d'année 2022, avec déjà l'ampleur des corrections qu'on peut considérer sur pas mal de classes d'actifs et la dispersion très forte aussi qu'on peut avoir dans ces marchés, est-ce qu'il y a quand même néanmoins matière à être un peu plus constructif ici et là, à certains endroits de marché, dans une perspective un peu tactique d'un horizon 6-12 mois ? Alors, soyons clairs, après 15% de rebond sur octobre, on est moins enthousiaste à l'idée de redéployer, mais vous avez
mentionné le mot de dispersion et on en parle souvent, c'est vrai que c'est important, il y a beaucoup de dislocations dans le marché et dans cette dislocation, il y a effectivement de belles entreprises, de très belles entreprises qui sont parfois disponibles à des prix, à des valorisations raisonnables. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui doivent être vraiment au centre de la réflexion. Après, notre vue, c'est que voilà, le marché reste cher sur les actions, que le potentiel de baisse est important, qu'il faut mieux être défensif, prudent, avec des liquidités sur le côté. Ça, c'est une constante. Privilégier effectivement des segments de qualité, résilients, moins peut-être sensibles à cette dynamique d'inflation, qui sont capables de voir à travers les cycles économiques. Donc ça, c'est des standards de marché dans des marchés récessionnistes. Et puis, on notera aussi cet retour en grâce de l'obligataire qui a beaucoup sous-performé cette année. Pour vous donner une idée à la louche, l'obligataire investment grade au rendement et le marché action, peu ou prou, c'est la même performance cette année. Entre moins 10 et moins 15%. Alors qu'on a des niveaux de risque très différents. Très différents. Bien sûr. Donc là, tout d'un coup, le fameux TINA, there is no alternative, est derrière nous. On peut aujourd'hui, dans une allocation, justifier de redéployer sur le fixed income. Alors, avec un bémol, et c'est là où on peut s'y arrêter, c'est que le gros de la baisse finalement de l'obligataire, il vient de l'effet duration, de l'effet taux d'intérêt. On parlait des spreads, des primes de risque crédit tout à l'heure. Elles ont certes augmenté, ces primes, mais elles sont assez loin aujourd'hui des niveaux qui suggéraient une récession ou une décélération économique imminente. Donc on reste prudent, mais peut-être qu'après une année où la duration a été le facteur négatif sur l'obligataire et une surperformance de l'aspect crédit, on va retrouver un marché qui va peut-être s'inverser de ce point de vue-là l'année prochaine. Le facteur duration pourra peut-être se stabiliser. Ouais. Le gros de la hausse des taux est peut-être derrière nous. Ouais. Et inversement, attention au facteur crédit. Quand la récession tapera, quand le deuxième train dont vous parlez arrivera, là, le risque sur les spreads sera important. Quand on regarde effectivement le rendement qu'on peut avoir sur du high yield ou de l'investment grade, c'est la même histoire. On se dit, oui, effectivement, ce rendement est intéressant, attractif. Il faut le comparer aussi au taux sans risque. Et vous dites, de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a une prime qui n'est pas encore totalement ajustée. Voilà, on s'en rapprochait il y a 1 mois et demi. On peut imaginer par exemple que sur le haut rendement européen, historiquement, des niveaux de primes à 650 points de base, 700 points de base commencent à suggérer une possible récession. On est redescendu à 550 points de base. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un très bon moment pour déployer. Mais on flirte avec cette idée-là. Et sur les rendements embarqués, vous regardez effectivement le haut rendement européen, il est à 8%, l'investment grade à 4%. On retrouve des matelas de rendement qu'on n'avait pas vus depuis plus de 10 ans. Bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise la qualité dans les marchés actions, notamment aujourd'hui, Raphaël ? Alors, on va regarder des business qui sont, donc, comme je disais, peut-être moins sensibles à l'inflation, au cycle, avec un fort pricing power, des marges importantes, parce que quand il y a de l'inflation et que vous avez 35% de marge, ce 1% de marge rogné par l'inflation est moins douloureux que lorsque vous avez 3% de marge. Ça paraît bête à dire, mais c'est pourtant le cas. On va regarder des business avec des bases d'actifs faibles, parce que le capital, ça coûte cher. Les bases d'actifs, lorsque l'inflation est forte, ça coûte cher à remplacer. Et donc, lorsque le capital est cher, mieux vaut aller sur des business qui ont des rendements sur capitaux qui sont intéressants. Donc, ça va être un deuxième facteur. Et puis, je reviens sur cette notion de valorisation, de la qualité des marges, des managements qui ont fait leurs preuves, certes, mais aussi garder un œil sur cette notion de valorisation. On a des marchés où le risque inflationniste est grand, on l'a dit, et dans ces conditions, des forts multiples tendent à sous-performer. Donc on parle de qualité à prix raisonnable, c'est pas de la science nucléaire, ce que je raconte là, mais dans un marché de dislocation, on en trouve. Et c'est un peu ça l'opportunité dont vous me parliez tout à l'heure. On a aujourd'hui de très belles compagnies qui correspondent à ces critères, qui sont à des multiples qui deviennent maintenant très raisonnables. Oui, vous disiez, les valeurs à fort PE, il faut continuer de s'en méfier. Pourtant, les PE sont un peu moins forts quand même, y compris pour ces valeurs-là. Non, finalement, les choses n'ont pas tellement bougé entre la baisse des prix et la baisse des earnings et des perspectives bénéficiaires. Ça reste cher. Oui, en fait, ça reste hyper cher parce que quand vous avez les taux réels négatifs, quand vous dites plus les taux étaient bas, plus la valeur future était infinie sur les cash flows futurs. Mais le problème, c'est que chaque taux qui remonte a un impact direct sur le coût du capital quand vous actualisez vos flux de trésorerie. Et bien c'est fou, en fait c'est l'effet de levier, il était tellement tendu à la hausse que quand vous le faites à l'inverse, c'est
dramatique. Et c'est pour ça qu'on voit certaines sociétés qui ont encore des PE assez faibles. Donc le coût du capital était tombé de temps en temps à 4 ou 5% pour pouvoir justifier les valorisations. Et donc chaque 100 points de base d'augmentation, c'est tout de suite moins 20 ou moins 30% sur le target price futur de chaque action. Donc attention toujours sur ces actions, sachant que le pic d'inflation n'est toujours pas devant nous. Donc s'il y a toujours des taux qui continuent à arriver, on a vu aussi le problème, ce qui s'est passé en Angleterre, même si on en parle un peu moins, si ça se propage un jour à l'Europe, si je sais pas, rappeler tout ce que la France doit refinancer cette année, s'il y a un jour un petit problème sur la dette à la limite italienne, française, peu importe, et que ça s'écarte, tout de suite les valeurs fort PE de nouveau chuteront. Elles restent les plus fragiles et les plus vulnérables, malgré déjà une correction d'ampleur pour certaines. La correction a été faite. À la limite, je dis pas. En effet, nous on rejoint aussi, c'est que nous on préfère chercher belles valeurs de qualité qui étaient peut-être trop chères, parce que pendant des années, il y avait des gens qui avaient emprunté quasiment gratuitement et qui étaient allés acheter du Nestlé, du L'Oréal, du LVMH. Donc c'est vrai que aujourd'hui, tous ces flux ne sont pas encore complètement sortis. Donc c'est la seule crainte où il faut encore faire un peu attention. Mais clairement, c'est vrai que c'est cette telle dichotomie sur les marchés. Il y a des choses qui vont devenir assez intéressantes pour 2023. Mais c'est toujours le problème de cette inertie, c'est qu'on attend toujours que ces fameux bénéfices par action reviennent un peu à la baisse pour pouvoir y aller. Donc oui, on verra demain le chiffre, donc jeudi. Du CPI, l'inflation CPI. américaine, Donc, bien sûr. C'est vrai que ça va beaucoup jouer, mais je pense que clairement, il ne faudra pas jouer le pivot trop tôt, quoi. Qu'est-ce qui manque pour que Bon, ça rejoint un peu votre point, mais qu'est-ce qui manque pour que le marché se réintéresse au small cap? Parce que là, pour le coup, vous l'avez décrit, en termes de valo, de ratio, il y a quand même quelque chose de très dégradé, très décoté. Reste la question de la liquidité, de l'appétit au risque. C'est le risque ultime qu'on viendra prendre dans les marchés, après être revenu sur le monétaire pour commencer, si j'essaye de chercher un peu les deux extrêmes. C'est vraiment qu'une question de liquidité. Aujourd'hui, les large caps surperforment les mid, qui surperforment les small et qui surperforment les micro-caps. Aujourd'hui, les micro-caps, je crois que l'indice européen, il est à moins 27%. Quand on regarde le CAC 40, l'Eurostoxx, on est dividende. Moins 10, moins 10, moins 15. Donc une telle décote, c'est quasiment jamais arrivé, sachant que ça fait plusieurs années de sous-performance. Donc, bon, on rappelait quand vous preniez l'année 2000, quasiment 2020, sur les 20 dernières années, il y avait eu une surperformance small cap par rapport à large cap, 17 ou 18 années sur 20. Là, sur les 5 dernières années, il n'y a eu qu'une année de surperformance, je crois que c'était 2020 de mémoire. Donc, bon, c'est ça. Donc, la problématique, c'est que très souvent, il y a une image un peu biaisée des gens qui disent que les small caps s'adaptent moins facilement que les large caps en période de crise, ce qui est assez faux. On a vu que pendant le Covid... Là, on parle des entreprises. Oui, des entreprises small cap. Parce que quand on parle de small cap, on ne parle pas non plus de la mini TPE de 6 personnes. Non, où là, il y a peut-être c'est des entreprises qui sont parfois bien installées, effectivement. C'est des sociétés bien établies, qui ont, pareil, du pricing power, de l'agilité. On l'avait vu pendant le Covid, avec toute la productivité qu'ils ont pu faire, le télétravail. Donc non, moi, je ne suis pas d'accord en disant que les small caps sont plus fragiles, surtout que c'est des sociétés qui ont comme passé beaucoup de crises récemment et qui ont des bilans très sains. Donc ça n'a strictement rien à voir avec 2007-2008 où c'est vrai que les sociétés étaient très, très leveragées. Il y avait eu des opérations au haut de bilan partout, avec des goodwill super importants. Aujourd'hui, vous regardez l'ensemble des sociétés, je pense que c'est un peu pareil dans les large cap, les bilans des sociétés, dans la majorité, sont quand même assez saines. Il n'y a pas des goodwill à tout va, il n'y a pas eu des acquisitions en haut de marché à des prix déraisonnables ou d'avoir des dépressions de goodwill. Il y en a eu quelques-unes sur les sociétés un peu .com qui arrivaient. On a vu encore avec Deleuze qui a déprécié une petite activité, mais ça reste tout petit encore. Donc c'est pour ça. Mais comme souvent, c'est ce problème de flux de liquidité et ce problématique donc, qui va arriver, c'est toujours cette inertie en le temps. Donc là, voilà, on a un énième marché rebondi, personne en veut, tout le monde se regarde, personne ne bouge trop, il y a très très peu de volume sur les marchés. Donc ce qui était un peu embêtant, c'est qu'avant, on s'était dit, tiens chic, la dernière hausse des taux de la Fed, ça allait être en début d'année prochaine. Et puis là, maintenant que le nouveau discours de la Fed... On reporte encore un peu cette idée-là. On va monter moins, mais plus longtemps. Une question de patience, quoi. Voilà. Donc oui, c'est ça ce qui est compliqué, parce que tant que la Fed nous dit qu'ils vont augmenter ses taux, c'est délicat d'aller acheter du 2 ans ou du 10 ans. Bon, même si la remontée des taux, si vous êtes patient, quand même acheter du 4,7 aujourd'hui, c'est quand même sympa. Mais le problématique, c'est que si l'euro remonte, tout ce que vous avez gagné sur les taux, vous pouvez le perdre sur le change. Donc c'est vrai que c'est pas évident, les gens sont un peu perdus, et on va attendre, mais clairement, pour 2023, on prépare les coups d'après. J'entends. Clairement, je suis prêt à prendre le pari, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, que ce rebond qui sera cyclique et tout, et de nouveau,
je suis prêt à parier que le Nasdaq sous-performera, par exemple, le Russell 2000, ou que les valeurs small cap feront beaucoup mieux que le CAC 40, puisque le CAC 40 a quasiment pas baissé cette année. Bah oui, 10% de baisse pour l'instant depuis le 1er janvier pour le CAC hors dividende. C'est un peu on l'a évoqué d'un mot, la Chine quand même, Raphaël, là aussi peut-être dans l'idée de 2023. On se prépare, c'est un peu le what if scénario auquel tout le monde réfléchit. L'idée d'une réouverture sanitaire de la Chine, ça viendra à un moment. Enfin, il y a quand même une situation autour du pacte social chinois qui ne peut pas tenir encore dans la durée avec un niveau de fermeture ou un degré de restriction aussi fort qu'aujourd'hui. Donc peut-être pas demain, peut-être après-demain, mais on peut imaginer qu'il se passe quelque chose du point de vue sanitaire en Chine en 2023. Qu'est-ce que ça va impliquer pour l'économie mondiale et les marchés ? C'est vrai que c'est le sens de l'histoire. Là, on sent qu'il y a de plus en plus une volonté politique de rouvrir doucement l'économie chinoise après le Covid. Il y a eu des annonces de fait autour du secteur aérien. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. On a eu aussi l'arrivée pour la première fois pour les résidents étrangers de vaccins à ARN messager. Ça paraît rien, mais ça a été un grand handicap de la lutte chinoise contre le Covid, de ne pas avoir accès à ces vaccins, de refuser d'accéder à ces vaccins étrangers. Donc ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. On voit aussi le président maintenant voyager, première fois depuis le Covid. Donc il y a des signaux encourageants. Peut-être que le marché se méprend néanmoins, et c'est peut-être quelque chose qui se retrouve sur plusieurs thématiques, cette idée qu'il y a un bouton et qu'on appuie dessus, et que tout d'un coup, c'est bon. Parce que le marché d'actions chinoise a fortement rebondi la semaine dernière, notamment, c'est ça. Voilà. Et si on doit imaginer une réouverture, elle se fera très progressivement, elle sera très dépendante des cas Covid, des données, de ce que le gouvernement va pouvoir constater. Et ça va être un processus très long par étapes sur lequel il va falloir être patient très probablement. On entend des spécialistes parler du printemps de l'année prochaine, de l'été prochain. Bref, on n'y est pas encore. Tout ça nous ramène quand même à cette thématique chinoise qui est centrale pour le marché, avec un marché qui est très décoté. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs le regardent à nouveau avec appétit. On est sur des valorisations les plus faibles, quasiment historiques. Et il y a une statistique de ce point de vue-là qui est révélatrice. Si vous regardez la performance du MSCI Chine, donc un indice qui a été créé au début des années 90, cette performance jusqu'à aujourd'hui, depuis son lancement, c'est zéro. Flat. Et donc, il y a une espèce d'appétit à vouloir re-rentrer dans la Chine. On se dit que c'est pas cher, on se dit que la Chine rouvre, que c'est peut-être un dernier bastion de croissance. On est plus circonspect, nous, chez Tikehau. Il y a globalement plusieurs vents dans le nez qui arrivent sur l'économie chinoise, plusieurs vents structurels qui font que c'est certes pas cher, mais peut-être pour une bonne raison. On peut parler d'une part du fait qu'il y a une instabilité politique. Je pense qu'on la connaît, cette instabilité, mais pour l'investisseur, elle a des conséquences. On peut se retrouver avec des changements de régime, de règles du jeu qui ne seront pas nécessairement attendus. Donc ça, c'est une première constante. Il y a beaucoup de dettes et on l'a vu dans l'histoire, les segments, les secteurs, les pays trop endettés ne règlent pas leurs problèmes de dette du jour au lendemain. Et on a eu des exemples au moment de la bulle Internet. Il a fallu 10 ans finalement pour que le Nasdaq retrouve de la performance à la suite des années 2000. On a eu ça avec le pétrole aux États-Unis. On a eu la crise de 2016 et globalement rien ne s'est passé pendant des années, le temps que cette dette soit un petit peu évacuée. Et aujourd'hui, c'est le cas de la Chine et les montants de dette sont absolument faramineux. Donc ça, c'est un deuxième handicap structurel. Il y a trop de dettes. Troisième handicap, c'est que la croissance, de manière structurelle, est en train de décliner sur le long terme. Et ça, évidemment, ça va être un facteur négatif pour l'investisseur sur le long terme. Donc, c'est certes pas cher, mais il y a des bonnes raisons. Et re-rentrer aujourd'hui sur le marché chinois, c'est peut-être prématuré. Pour conclure, un truc qui est moins cher aujourd'hui, ce sont les cryptoactifs encore. Louis, vous m'avez proposé d'évoquer la fin de partie pour FTX, parce que c'est comme ça qu'on peut le commenter aujourd'hui. Donc FTX, qui est une des plus grandes plateformes d'échange au monde, derrière Binance, je pense qu'ils sont peut-être numéro 2 aujourd'hui dans le monde, et notamment sur le marché américain. À l'heure où on se parle, Binance serait très réticent visiblement à racheter son concurrent, après avoir regardé un peu les comptes de l'entreprise. Pourquoi c'est un sujet, pourquoi c'est important, pourquoi ça vous intéresse? En fait, je voulais juste faire un petit clin d'œil dessus, juste pour parler en fait de la fin des valorisations un peu débiles et de l'argent un peu gratuit. On en parlait tout à l'heure des licenciements dans les grandes boîtes de tech. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la plateforme FTX avait été valorisée, je crois, 18 milliards et était montée jusqu'à 32 milliards en janvier, avec, comme d'habitude, SoftBank qui fait toujours des bons coups. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que donc, Binance, qui est censé les racheter, c'était deux très bons copains. Vous savez, donc c'est Sam, le milliardaire
milliardaire des tous les millenniums, qui se fait surnommer SBF pour ses initiales. Et Binance, je crois que c'est CZ selon le nom du créateur. Et en fait, c'était deux copains. Donc Binance avait investi dedans. En échange d'actions, ils avaient reçu pour, je crois, 580 millions de la crypto-monnaie de FTX. FTT, la FTT. Voilà. Le problème, c'est que là, non, ils sont devenus ennemis, sauf que Binance a commencé à dire je vais vendre fortement toutes mes actions dessus, et c'est ce qui a entraîné un mouvement de liquidité massif de sortie, donc tous les gens qui étaient sur la plateforme en pensant qu'elle allait faire banqueroute, et donc aujourd'hui, la crypto-monnaie perd quasiment 75%, mais surtout entraîne toutes les autres cryptos. Ouais. Donc je pense que les deux se sont tirés quasiment des balles dans le pied tous les deux, parce que c'est quasiment tout le marché et la crédibilité qui était peut-être assez C'est bon fragile. pour personne, là, ce qui s'est passé. C'est bon pour personne. Et voilà, donc c'est vrai que c'est à la limite tant mieux pour l'économie indienne, parce que quand le patron de JP Morgan depuis longtemps disait que ça valait rien, c'est vrai qu'une fois de plus, on voit qu'à la prochaine peut-être Credit Crunch, il ne faut pas oublier que tout ça repose sur la confiance. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, et tout ça, quand même, ça reste très... C'est un apprentissage qui se fait dans la douleur. Voilà. Mais c'est quand même une leçon déjà belle leçon à retirer. Merci. On notera d'ailleurs que parmi tous ces actifs qui se sont énormément inflatés durant le Covid et qui ont depuis beaucoup dégonflé, c'est le seul à ne pas être revenu au niveau pré-Covid. Vous regardez les grandes tech, vous regardez les pelotons, vous regardez les Netflix, tous ces business qui ont abondamment bénéficié de ce Covid sont revenus à des niveaux pré-Covid ou en dessous. Bitcoin, avant le Covid, c'était 10 000. Aujourd'hui, on reste à 17 000. Donc, étonnant à suivre. On regarde ça avec amusement presque, mais interactif. Non, mais regardez, on en parle. Ça y est. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël Thuin, Tikehau Capital, et Louis Defels, Gay-Lussac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'électrification des véhicules personnels, le thème de la mobilité électrique. Et nous en parlons avec Paul Defroment, qui est analyste chez Bryan Garnier. Bonsoir et bienvenue, Paul. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes co-auteur d'une étude en profondeur qui a été publiée récemment par Bryan Garnier. Justement, vous êtes plongé en profondeur sur ce thème de la mobilité électrique, avec un angle très intéressant qui est d'ailleurs un peu le trou dans la raquette encore, peut-être dans l'équation électrique pour le véhicule personnel, pour la voiture personnelle. On a tous en tête tous les facteurs qui s'alignent et qui vont conduire à l'adoption massive de la voiture électrique dans les prochaines années. Reste quand même un point d'interrogation qui est celui des bornes de recharge, Paul. Et c'est le sujet de l'étude que vous avez publiée, qu'on va essayer de résumer en 10 minutes avec vous. Quel est l'état des lieux, peut-être, le point de départ qu'on peut dresser quand on réfléchit et quand on analyse justement ce marché et les acteurs de ce marché des bornes de recharge en Europe? Le point de départ, il est déjà de faire un constat chiffré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un déploiement massif des véhicules électriques à venir au cours des 10 prochaines années. On estime qu'on aura entre 7 et 10 millions de véhicules électriques en circulation en Europe à la fin de l'année 2022. Et ce chiffre doit être probablement multiplié par 10 d'ici 2030. Donc aux alentours de 70 à 100 millions de véhicules électriques en 2030. Et aujourd'hui, un des principaux freins à ce déploiement, c'est le manque de bornes de recharge. Ouais. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on était à peu près à 380 000 bornes de recharge l'année dernière en Europe. Et on s'attend à 5 millions en 2025 et 34 millions en 2030, qui seraient en fait ce que représenterait l'infrastructure nécessaire aux chiffres que je vous ai évoqués précédemment sur le déploiement de la voiture électrique. D'accord. 34 millions pour 60 à 70 millions de véhicules horizon 2030, c'est ça l'idée et 100 millions. D'accord. Oui. Et donc ce ratio-là, c'est le ratio qu'il faudrait atteindre pour qu'on puisse circuler en véhicule électrique sans contrainte, en tout cas du point de vue de la recharge. Exactement. Sachant que dans les chiffres que je vous donne sur la borne de recharge, la majorité, on estime que 95% sera de la charge lente et que 5% sera de la charge rapide. Mais ça reste évidemment des estimations. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est ce qui fait de plus en plus consensus. Ce sont ces chiffres de 5 millions en 2025 et 34 millions en 2030.
et voire même plus loin, 65 millions en 2035. Ouais, d'accord. À partir de 2035, il y aura plus de la moitié des véhicules vendus qui seront des véhicules électriques. Tout à fait. C'est ça. Intéressons-nous à cette chaîne de valeur, justement. Enfin, c'est le travail que vous avez fait, Paul, bien sûr. Quels sont les acteurs de ce secteur? Et dans cette chaîne de valeur, dans cette chaîne de la borne de recharge, déjà, quels sont justement les différents niveaux de valeur et qui vient capter quoi comme valeur dans cette chaîne, cet écosystème autour des bornes de recharge, Paul? Alors justement, nous, ce qu'on a essayé de distinguer en fait dans cette étude, c'était quels étaient les différents métiers. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que deux segments se distinguent. Le premier, c'est celui des constructeurs de bornes, qu'on appelle OEM, comme pour les voitures, mais pour les bornes. Et là, ce sont des sociétés qui ont des business models très industriels, assez classiques, avec des usines, un carnet de commandes, et qui se rémunèrent lors de la vente de points de recharge. Et ensuite, vous avez les opérateurs. Les opérateurs sont ceux qui sont en charge de créer, de développer un réseau de stations de recharge, et eux se rémunèrent lors de l'utilisation de ces points de recharge par les conducteurs de véhicules électriques. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs sociétés qui commencent à être des leaders dans ce secteur. Donc, pour les constructeurs, ce sont des sociétés comme Alfen, par exemple, dans la charge lente, ou Kempower, dans la charge rapide, pour ce qui est des sociétés cotées. Et pour les opérateurs, ce sont des sociétés comme NOA en Italie ou Fastned, qui est aujourd'hui un des 3 premiers opérateurs sur le marché de la recharge électrique en Europe. On pourra y revenir, parce que alors moi, c'est des noms que je découvre personnellement, effectivement, et ce sont les entreprises, on parle d'entreprises qui sont cotées sur le marché, là, c'est ça, Paul. Il y a aussi tout un écosystème. Oui. Voilà, il y a aussi tout un écosystème dans le marché privé, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 200 opérateurs de recharge en Europe. Seulement une dizaine, ou même moins de 10, sont cotés. Donc le gros du nombre d'acteurs est aujourd'hui sur le marché privé. Simplement, c'est un marché qui va être amené à se concentrer de plus en plus. Et c'est ce qu'on commence à observer. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie ou des stratégies des différents acteurs entre les assembleurs, les OEM, comme vous dites, ceux qui fabriquent les bornes et ceux qui les déploient, les opérateurs de réseau? Enfin, c'est des schémas qu'on connaît d'ailleurs dans d'autres industries. Est-ce qu'il y a plusieurs stratégies de ce point de vue-là, concurrentes peut-être d'ailleurs? Est-ce qu'on est déjà sur une standardisation peut-être en termes de fabrication, en termes de déploiement, de business model pour les opérateurs? Qu'est-ce qui fait la valeur justement là, de ces différents acteurs? Alors la stratégie, évidemment, sont 2 stratégies totalement différentes, puisque dans un cas, comme je vous le disais, ce sont des acteurs qui sont plutôt des acteurs industriels, et dans l'autre cas, ça va être plutôt des concessions. Pour ce qui est des constructeurs, ça va être évidemment de se concentrer sur la qualité de leur point de recharge dans un premier temps, parce qu'on s'est rendu compte que c'était, comme je dis souvent, une borne qui marche, c'est déjà un succès. Bah oui. Donc, et on voit aujourd'hui que c'est vraiment un point central, notamment pour des opérateurs qui vont être amenés à opérer le réseau et à s'occuper, à avoir des problématiques de maintenance. Donc ça, c'est la première problématique des constructeurs. Et la deuxième, ça va être de sécuriser des parts de marché dans un marché qui est extrêmement dynamique. C'est de se placer comme un acteur incontournable et de pouvoir jouer sur les volumes pour ensuite être compétitif au niveau des prix. Pour les opérateurs, ça va être différent. L'idée va être de sécuriser des emplacements. C'est ça ce qui est clé, parce qu'aujourd'hui, vous avez une course justement pour sécuriser ces emplacements et pour être justement le mieux placé par rapport au déploiement du trafic de véhicules électriques au cours des prochaines années. C'est quoi les emplacements qui sont recherchés? Est-ce qu'on cherche à coller au réseau de stations-service existantes pour les véhicules thermiques? Est-ce qu'on veut être partout en ville dans l'idée que ce sera un usage urbain, citadin avant tout? Est-ce qu'on est prêt à se déployer, je ne sais pas, sur des trajets peut-être de distance plus importantes? Alors, en fait, on s'aperçoit que tout ceci est un marché quand même assez jeune, donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de vérité encore. Voilà, il n'y a pas encore de règles prédéfinies. On constate certaines évolutions. Alors, au début, on pensait que la charge rapide serait réservée en fait aux autoroutes, pour des questions d'énergie délivrée, pour des questions d'investissement, de génie civil, etc. Charge rapide, en 20-30 minutes, on peut recharger à 70-80% à peu près, ou 70%, on va dire ça. Ça dépend de la capacité délivrée et de la batterie du véhicule. Mais c'est une petite vingtaine de minutes quand même. On parle de minutes sur l'autoroute, quoi. Là où pour la charge lente, on parle d'heures. Et on pensait que la charge lente, ce serait dans les villes
à la maison et la charge rapide à l'extérieur. Et en fait, on se rend compte que finalement, on va avoir un besoin de charge rapide aussi en ville, parce que vous avez des sociétés de livraison, parce que vous avez des sociétés de taxi, parce que vous avez aussi la mobilité lourde qui va avoir besoin de ces hyperchargeurs. Donc, c'est pas aussi segmenté que ce à quoi on s'attendait. Ce qui est sûr, c'est que le gros du volume en nombre de points de recharge, ce sera la charge lente. Par contre, en valeur de marché, en milliards d'euros, là, c'est beaucoup plus équilibré parce que un point de charge lente, c'est autour de 1 000 euros, là où un point de charge rapide, ça peut monter jusqu'à 80 000 euros. Ah oui. Sur le territoire européen, les pays nordiques, scandinaves, sont ceux qui sont les plus avancés en termes de maillage, de développement de ces infrastructures. Aujourd'hui, Paul, je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout. C'est la Norvège, notamment, et la Hollande. La Hollande est un acteur très, très important de ce marché. D'ailleurs, on constate que plusieurs sociétés leaders du marché sont les sociétés hollandaises, parce qu'en général, ces acteurs se développent d'abord sur un marché domestique. Le marché est tellement important, le besoin est tellement réel et immédiat, que les acteurs se concentrent d'abord sur leur marché domestique. Donc, des sociétés comme Alfen et Fastned sont hollandaises. Des sociétés néerlandaises. Voilà, mais qui sont amenées évidemment à se développer partout en Europe. Et aujourd'hui, on voit des acteurs qui sont une espèce de champions domestiques, si je puis dire. On a Podpoint au Royaume-Uni, on a des sociétés privées comme Electra en France, on a Noah en Italie, Zunder en Espagne. Donc beaucoup d'acteurs émergent dans le marché de la charge rapide. Comment ces boîtes sont valorisées par le marché boursier, notamment aujourd'hui, Paul? Encore une fois, si c'est une première indication d'une histoire qui débute, j'entends. Alors, elles sont plutôt correctement valorisées. C'est un marché qui... les valorisations sont quand même assez élevées parce qu'il y a une certaine mode. Et donc, comme tous les secteurs qui sont à la mode, il y a peu de sociétés cotées. Donc c'est rare. Voilà. Si aujourd'hui, vous êtes un gérant de portefeuille et vous voulez être présent sur ce marché, vous n'avez pas aujourd'hui beaucoup de choix, ce qui fait qu'on a des valorisations qui sont quand même assez élevées. Maintenant, il y a aussi un premium, je pense, parce que, en tout cas pour les constructeurs, et je pense que la même chose, on observera la même chose pour les opérateurs, c'est que ce sont des sociétés qui font partie de ce qu'on appelle les clean tech, donc très ESG, puisque ça vise à limiter les émissions de CO2, et qui en plus de ça sont rentables. Donc avec des profils en fait qui sont loin de sociétés qui sont plus conceptuelles, où la croissance se concentre C'est vraiment... pas des concepts stock là. Non. C'est des boîtes rentables. Exactement. Ah ouais, j'entends. Et vous dites, ce dont on parle là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Le gros est encore dans les marchés privés, dans les marchés non cotés. Le gros des acteurs qui seront peut-être cotés ou non d'ailleurs demain, mais le gros des acteurs qui feront aussi ce marché des bornes de recharge sont encore des acteurs privés. Oui. Il se passe beaucoup de choses sur le marché privé, beaucoup de transactions, certaines opérations de consolidation également. Donc, je pense, il y aura un phénomène à un moment ou à un autre d'introduction en bourse. Je pense que je serais étonné de voir dans 3 ou 4 ans le même nombre d'acteurs cotés sur le marché. Oui, on l'espère, oui, parce que vu l'ampleur de la tâche, effectivement, ce serait bien qu'il y ait des acteurs importants qui apparaissent, qui soient visibles et qui deviennent des noms connus, effectivement, des investisseurs. Merci beaucoup, Paul. Merci pour cette étude approfondie que vous avez menée chez Bryan Garnier sur cette mobilité électrique et le point central, désormais, des bornes de recharge. Paul Defroment, analyste chez Bryan Garnier, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.